Bonjour, donc petite vidéo pour expliquer un peu le fonctionnement de Blender, les bases, quelques conseils pour bien commencer. Le but, ça sera pas de faire une vidéo compliquée, ça s'adresse vraiment aux gens qui ouvrent Blender pour la première fois. Les comment commencer quoi. Donc déjà, pourquoi est-ce que je conseille Blender? Parce que c'est un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel super complet, avec possibilité de faire du sculpt, possibilité de faire du montage, du compositing, de la post-prod. C'est vraiment super logiciel. C'est un logiciel qui est de plus en plus puissant, qui est mis à jour assez régulièrement, avec des nouveautés qui sont de plus en plus cool. Donc voilà, super logiciel. Je vous conseille de commencer avec. On va voir vraiment les bases aujourd'hui. Je vais essayer de répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, on m'a demandé, est-ce qu'il y a besoin de savoir dessiner? Non, pas spécialement. En fait, vous avez plusieurs choses faisables avec Blender. Vous avez des choses assez techniques, par exemple, moi j'aime bien faire des voitures. Bon, voilà, vous avez des plans, vous avez des photos de référence. Il n'y a pas besoin que vous créiez vos propres concepts. Là où le dessin est plus important, c'est lorsque l'on veut créer nos propres illustrations, qu'on veut créer nos propres personnages originaux, et là ça vaut le coup d'apprendre le dessin. Il n'y a pas non plus besoin d'être un grand dessinateur pour faire de la 3D. Si vous apprenez le dessin, profitez-en pour apprendre l'anatomie, ce qui est super important, en tout cas pour faire des personnages. En tout cas, pour faire de la 3D, il n'y a besoin d'aucune notion préalable, il suffit de s'y mettre. Donc on va commencer déjà dans vraiment la base, dans File. Vous avez ici New pour créer des nouveaux fichiers, Open pour en ouvrir un, Open Recent pour un fichier que vous avez créé récemment, Save, retenez bien le raccourci clavier que moi je spam, CTRL S pour enregistrer, Save As pour enregistrer sous. Je vous conseille de garder Blender en anglais, parce que la plupart des tutos sont en anglais. Ou en tout cas, même les tutos français utilisent des mots qui sont anglais. C'est tout un jargon de la 3D qui... Voilà, sculpting, texturing, c'est que des mots anglais. Donc on va voir un petit peu comment se déplacer déjà dans cette vue 3D. C'est pas compliqué, il y a quelques commandes à connaître. Donc on utilise la souris. Pour tourner dans la vue 3D, j'appuie sur la molette. Et voilà, je peux tourner autour de mon objet. Avec Maj, plus la molette, donc j'ai Maj enfoncé, je peux me déplacer de cette façon-là. En tournant la molette cette fois, je peux zoomer ou dézoomer. Si je suis perdu, comme ça, j'appuie sur le point de mon clavier pour centrer sur l'objet. Alors, il faut que cet objet soit sélectionné, donc les objets sélectionnés, c'est ceux qui sont en surbrillance, comme ça, qui ont ces contours orange. Alors, ce qui est bien, c'est de savoir sélectionner et désélectionner des objets. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Par exemple, si je veux sélectionner tous mes objets, j'appuie sur A. A pour All. Si je veux tout désélectionner, j'appuie 2 fois sur A. Si je veux sélectionner un objet, il suffit de faire un clic gauche, comme ça. Enfin, ça dépend des options que vous avez choisies à l'ouverture de Blender pour la première fois. Moi, j'utilise le clic droit habituellement, mais j'imagine que la plupart d'entre vous seront plus à l'aise avec le clic gauche. Et c'est ce qui est par défaut dans les nouvelles versions. Donc voilà, clic gauche. Pour désélectionner un objet, j'appuie sur Maj plus clic gauche. Il y a d'autres façons de sélectionner les objets, par exemple avec C, pour circulaire. Avec la molette, je choisis la taille de mon cercle de sélection. Et avec la molette, si je reste enfoncé sur la molette, je peux désélectionner.
On peut faire pareil avec B. Cette fois, c'est un cadre de sélection. Donc, avec clic gauche, je sélectionne. Si je fais B plus molette enfoncée, je désélectionne. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que vous avez des raccourcis pour choisir la vue dans laquelle vous voulez vous mettre. Par exemple, vue de face, il faut appuyer sur 1. Si au contraire je veux me mettre en vue d'arrière, j'appuie sur CTRL 1. Vue de dessus, c'est le 7. Alors, au début, vous pouvez appuyer sur View, là, Viewpoint, et vous avez tous les raccourcis qui sont expliqués ici. Top, c'est 7, Bottom, CTRL 7, etc. Une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on supprime les objets? C'est très simple. On sélectionne les objets à supprimer, on appuie sur Support. Pour ajouter un objet, j'appuie sur Maj plus A. Je peux aussi aller dans le menu Add et sélectionner ce que je veux ajouter. Quand je fais Maj A, j'ai une liste assez importante de choses que je peux ajouter. Je vous conseille de commencer par tester un petit peu toutes les options. Les mèches, en fait, c'est les maillages, c'est-à-dire les objets géométriques, qui sont composés de points et de faces. Par exemple, je peux ajouter une sphère. Hop. Et vous pouvez voir qu'elle est composée de différentes facettes. Je la supprime. Je refais Maj A. Ensuite, vous avez les courbes. Bon, qui ne seront pas d'une grande utilité tout de suite. Pareil pour les surfaces. Metaball, vous pouvez ajouter du texte. Hop. Vous pouvez ajouter une armature. Donc ça sera pour ce qui est de l'animation. C'est plus tard. Bref, le plus important, c'est les maillages. Les maillages, éventuellement les lampes et la caméra. Je vais rajouter le cube de base. Voilà. Il y a plusieurs modes d'affichage. En appuyant sur Z, on peut switcher. Par exemple, le mode fil de fer permet en fait de masquer les faces, il n'y a plus que les arêtes, et donc c'est très pratique pour voir à travers notre objet. Le mode par défaut, c'est le mode solide. En appuyant sur N, j'ai accès à un certain nombre de propriétés de mon objet. Et des valeurs que je peux modifier qui concernent la vue 3D. Par exemple ici, je peux changer la location, la position de mon objet. En appuyant, en faisant glisser le curseur sur l'axe X, vous voyez que ça fait bouger mon objet. Pareil, je peux faire des rotations, changer la taille. On va en mettre un ici. Et une façon qui est plus simple de faire toutes ces modifications, c'est en utilisant les raccourcis clavier. C'est une des forces de Blender. Il a beaucoup de raccourcis clavier qui peuvent être peut-être un peu laborieux à apprendre, mais qui permettent de gagner énormément de temps. Par exemple, si je veux modifier la position de mon objet, j'ai juste à appuyer sur G. En appuyant sur clic gauche, je peux valider. J'appuie sur CTRL Z pour revenir en arrière. L'inverse de CTRL Z, c'est CTRL Maj Z, qui permet de revenir en avant. Donc j'appuie sur G. Si j'appuie sur clic droit, il se passe rien, ça revient à l'état initial. Le déplacement, il peut être contraint sur un axe. Vous voyez que on a plusieurs axes, on a l'axe Y, l'axe X et l'axe Z qui n'est pas affiché mais qui est symbolisé ici en bleu, l'axe vertical. Pour ça, j'appuie d'abord sur G. Je ne valide pas tout de suite, j'appuie d'abord, par exemple sur l'axe X. Donc j'appuie en fait simplement sur la lettre X du clavier. On peut faire pareil, G, Y, et l'objet se déplace sur l'axe Y. Et enfin, pareil avec la touche Z. On peut, avec les chiffres du clavier, définir exactement de combien de centimètres, combien de mètres l'objet doit être déplacé. Par exemple, je peux faire G, Z, 1.
GZ5. On voit plus GZ5, voilà. Donc ça c'est pour le déplacement. Pour la rotation, il suffit d'appuyer sur R comme rotate. Là pareil, je vous réexplique pas, on peut contraindre en appuyant sur Z, X ou Y. Et enfin, on peut modifier la taille de l'objet en appuyant sur S pour scale. Et là encore, on peut contraindre l'axe. Il est très important de connaître la différence entre l'object mode et l'edit mode. En fait, là on est en object mode, et en object mode on voit que si je veux faire des modifications sur mon objet, et ben c'est pas possible. Donc en fait, on doit accéder aux différents points qui composent mon objet. Pour ça, je passe de object mode à edit mode, où je peux appuyer simplement sur la touche tab. Là, j'ai maintenant accès à tous mes points. On peut sélectionner les points de la même façon qu'on a sélectionné les objets en object mode, en appuyant sur le clic gauche. En appuyant sur Maj et clic gauche, je peux sélectionner plusieurs points. Je peux sélectionner les points et les déplacer avec G, sélectionner par exemple 2 points, donc une arête, la déplacer aussi, faire une rotation avec R, changer la taille de l'arête avec S. Donc vous voyez déjà, on peut faire quelques petites choses. Je peux aussi ajouter des points pour avoir plus de liberté avec CTRL R. Donc j'appuie sur CTRL, R et clic gauche. Ensuite, je peux choisir où est-ce que je positionne mon arête et enfin en tout cas ma série de points et appuyer sur clic gauche pour valider. Je reviens en arrière. Je peux faire CTRL R avant d'appuyer sur clic gauche, tourner la molette pour ajouter plus ou moins d'arêtes. Plus ou moins de points. Ensuite, clic gauche. Ensuite, je peux faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Une autre façon de faire, c'est d'appuyer sur A, je sélectionne tout, et là, appuyer sur W. Ah non, pardon. Il y a je suis pas habitué à ces raccourcis clavier. Non, c'est clic droit. Clic droit, subdivide. Ce qui permet en fait de couper couper en parts égales la face. Dans ce petit panneau qui est apparu, on peut choisir le nombre de tranches qui vont être faites. Bon. Autre chose à savoir, ici je suis en mode point, donc je peux sélectionner des points. Je peux sélectionner les points. Je peux appuyer sur ce bouton pour sélectionner des arêtes. Avec Maj, je peux sélectionner plusieurs arêtes. Et enfin, je peux sélectionner des faces. Je peux appuyer sur C, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour sélectionner plusieurs faces, comme ça. Un outil de base de Blender, c'est l'outil E, pour extrude. J'appuie sur E, ce qui permet d'ajouter ou d'enlever de la matière. J'appuie sur clic gauche pour valider. Je suis repassé en edit mode, en object mode, et je vais supprimer mon objet parce que ça ne sert à rien. Donc, je vais rajouter un cube. Et je vais vous présenter les autres fenêtres de Blender. Ici, c'est la timeline. Elle permet de se déplacer dans le temps. Par exemple, si j'appuie sur la barre espace, vous voyez ma timeline qui avance, c'est le temps qui défile. Les chiffres ne représentent pas des secondes, mais des frames. En fait, on parle, vous savez, d'images par seconde, et chaque frame est une image par seconde. Pardon, chaque frame est une image. C'est une unité de temps pour Blender.
peut animer un objet comme ça, en se mettant à la première frame, en appuyant sur I, et en choisissant la propriété de l'objet que l'on veut animer. Par exemple, la position, en appuyant sur Location. Si je vais un peu plus loin dans le temps, et que je déplace mon objet, qu'à nouveau, j'appuie sur I, Location, je vois que mon objet bouge. On a donc fait une animation très basique. Je vais supprimer les deux images clés que j'ai créées. Ou non, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Si je me mets entre les deux images clés, donc j'ai une image clé à 1 frame et une image clé à 70 frames. Si je me mets à 38 frames, par exemple, entre les deux, je peux déplacer autre part mon objet, appuyer sur I Location, et en fait, Blender va prendre en compte cette image clé supplémentaire, et il va, entre guillemets, imaginer, il va extrapoler la trajectoire de l'objet. J'aurais pu faire exactement la même chose en ajoutant des images clés pour la rotation, pour l'échelle, pour d'autres paramètres. Donc maintenant, je me remets à la première image et je supprime les images clés. Pour ça, je sélectionne mes images clés avec le clic gauche ou en appuyant sur A et je supprime avec Sup. On va voir maintenant les autres fenêtres. Donc ça, c'est la vue 3D que je peux avoir ici. J'en profite pour dire que la vue 3D, on peut la couper en deux. Avec clic droit ici, sur la bordure de la vue 3D, j'appuie sur Vertical Split ou Horizontal Split, hop, ce qui me permet de couper ma vue en deux. Donc là, on voit, j'ai toujours c'est les mêmes objets des deux côtés, mais qui ne bougent pas en même temps. Enfin, mais qui, comment dire, l'angle de vue n'est pas le même des deux côtés. Par exemple, je peux choisir de me mettre en vue de face ici, et en vue de côté ici. J'en profite pour ajouter un raccourci clavier que je n'avais pas dit tout à l'heure. En appuyant sur 5, je peux choisir de passer en mode perspective ou en mode sans perspective. Donc je refusionne les deux vues 3D, clic droit, Join les vues, hop. On peut continuer. On peut aussi changer la taille de chaque fenêtre avec le clic gauche. Ça, c'est la vue UV, on va pas s'en préoccuper maintenant. Ça, Shader Editor, c'est la vue en fait qui va permettre de créer les matériaux de nos objets. On verra ça plus tard. Compositor, c'est pour la post-production, c'est-à-dire une fois qu'on a créé notre image, on va pouvoir changer les couleurs, changer les contrastes, changer la saturation de notre image. Ensuite, vous pouvez retenir... On va pas aller trop dans les détails maintenant, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc je vais repasser en mode timeline. Hop. Par contre, je vais parler plutôt de l'outliner qui est ici. C'est en fait une liste de tous les objets qui sont dans notre scène. Par exemple, si j'ajoute une sphère, un donut, vous voyez que ici j'ai la liste de mes objets et que je peux les sélectionner. Ensuite, sûrement un des menus les plus importants, le menu propriétés. Alors, on va les faire un par un. Celui-là, on va pas s'en préoccuper. On va aller directement dans le menu Render. Alors, Render Engine, c'est en fait le moteur de rendu. Donc on verra ça plus tard. Il y en a deux dans Blender, c'est Eevee et Cycles. En fait, c'est ce qui va permettre de générer les lumières, c'est ce qui va générer les ombres, les textures de nos objets. Et ça mériterait des vidéos à part, on va les évoquer très rapidement tout à l'heure.
mais pas tout de suite. L'ambient occlusion, c'est une façon d'ajouter de la lumière de façon générale dans la scène. On pourra voir ça tout à l'heure aussi. On va parler plutôt... Ouais. Le color management, c'est une façon de régler la colorimétrie. Un peu, vous pouvez changer l'exposition. On va y revenir tout à l'heure sur ça. On va plutôt se concentrer sur le menu Output Property, qui permet de changer la résolution de l'image qu'on va créer. Donc ici c'est du 1920 x 1080 par défaut. On peut changer par exemple 720 par ce qu'on veut. Ça c'est le nombre de frames si on veut faire une animation. Là par défaut c'est 250 frames. On peut les réduire ou les augmenter, ça dépend de la durée de l'animation qu'on veut faire. Output, ça va être pour choisir le fichier de sortie de notre animation, dans quel dossier vous voulez enregistrer l'animation. Là, je fais des présentations très générales. On va faire un cas concret tout à l'heure. Le menu World, c'est pour changer la couleur de l'arrière-plan et choisir l'intensité de la lumière, ce genre de choses, tout ce qui concerne l'arrière-plan. Ça, c'est le menu Objet, qui permet de définir, par exemple, la visibilité de votre objet. Par exemple, là, il est en mode texturé de base, mais je peux le passer en mode maillage, comme ça. Les modificateurs, ça, je vais en parler dès maintenant, parce que c'est très très important. En fait, ce sont des outils qu'on va pouvoir appliquer à notre objet pour faciliter sa modification. Par exemple, avec le modificateur array, je peux créer des clones de mon objet. Dans Relative Offset, je peux augmenter la distance entre mes copies, et ici je peux augmenter le nombre de copies. Ce qui est important de savoir, c'est que tant que je n'applique pas mon modificateur, je peux le modifier autant que je veux. Quand je vais passer en mode Edit, pour voir le maillage de mon objet, eh ben, j'ai que mon objet initial, et toutes les copies de l'objet suivent la modification que je suis en train de faire. Par contre, à partir du moment où j'applique mon modificateur, et ben là, tout est transformé en maillage, et je ne peux plus revenir en arrière. Ce qu'on appelle une façon destructive de travailler. Donc, si on veut rester en non destructif, on n'applique pas le modificateur. Et un principe général, un conseil que je peux vous donner, c'est d'appliquer vos modificateurs au dernier moment, lorsque vous êtes sûr de ne plus faire de modification, ou encore mieux, ne pas appliquer vos modificateurs si c'est possible. Donc je supprime mon arrêt parce qu'il me sert à rien. Je vais vous montrer quelques autres modificateurs, par exemple le bevel, qui permet en fait d'ajouter comme ça, de lisser un petit peu les arêtes. Donc je peux ajouter des arêtes, des niveaux de subdivision de mes arêtes. Ici, je peux augmenter la puissance du bevel, hop, de cette façon. C'est un exemple de modificateur que j'utilise pas mal. Un modificateur vraiment de base hyper important, le mirror, qui permet d'ajouter de la symétrie. Donc par exemple, je vais retourner en Edit Mode, je vais couper en deux mon objet avec CTRL R, je clique gauche, je passe en mode maillage, enfin en mode fil de fer, je sélectionne par point, avec B, je sélectionne la moitié de mon maillage, je supprime, et vous voyez que grâce au modificateur mirror, j'ai la moitié de mon objet qui est symétrique, comme ça. Donc là pareil, ça sert à rien d'appliquer le mirror tout de suite.
il vaut mieux terminer son fichier, terminer sa modélisation, et si à un moment vous avez besoin de faire une asymétrie, alors là vous appliquez votre modificateur, mais pour l'instant, il vaut mieux rester le plus longtemps possible avec la symétrie, parce que c'est plus facile de bosser. Donc je vais revenir en arrière, avec CTRL Z. Voilà. Et enfin, on va parler de celui-là, Subdivision Surface, qui permet en fait de lisser totalement le fichier, le modèle. On peut augmenter le niveau de subdivision comme ça. Donc je conseille de pas aller à plus de 2. Ça me paraît suffisant. Ça dépend de la quantité de points que vous avez à la base. Mais en général, si vous augmentez trop le niveau de subdivision, vous pouvez voir en bas ici le nombre de points que vous avez. Et là déjà, j'ai 24 576 faces, 24 000 points. C'est-à-dire que si j'applique mon modificateur, je vais voir que j'ai créé des centaines de faces, des milliers de faces. Et ça va faire ramer Blender à force. Donc je reviens en arrière. Donc moi en général je reste maximum à 2. Hop. Je supprime mon cube pour vous montrer autre chose. Si j'ajoute une sphère, vous voyez que les faces sont assez visibles. Ça peut être dérangeant. Donc je vais dans Object, Shade Smooth, ce qui permet en fait de lisser les faces. C'est assez pratique. Un petit problème que rencontrent souvent les débutants, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Ils se rendent compte qu'ils ont des faces dans leur fichier qui sont un peu aberrantes comme ça, des petits artefacts, et ils savent pas comment les enlever. En fait, il faut savoir que Blender, il prend en compte l'orientation des faces. C'est-à-dire que là, il sait que cette face, elle est tournée plutôt vers l'extérieur, et il sait que la face que de l'autre côté de cette face, c'est l'intérieur. Par contre, ça arrive que parfois il se trompe, et donc là, cette face, il est persuadé que elle est tournée vers l'intérieur, alors qu'elle est tournée vers l'extérieur. Donc, en fait, on va lui demander de recalculer les faces, de recalculer les normales, ce qui va permettre de lui indiquer quelles faces sont à l'intérieur, quelles faces sont à l'extérieur. Pour ça, j'appuie sur CTRL N. Non, pardon. Alt N. Ah, c'est pas... Il y a des modifications des raccourcis à chaque version. C'est compliqué de suivre. Alt N. Et j'appuie sur Flip. Voilà, ça a inversé la normale, l'orientation de la face. Je peux inverser toutes les normales en sélectionnant toutes mes faces. Alt N. Flip. On peut aussi lui demander de recalculer avec Shift N. Voilà. Bon. En tout cas, c'était important que vous sachiez comment réagir si vous avez une normale inversée. Comme ça, il suffit de sélectionner votre face, d'appuyer sur Alt N et de faire flip. Un autre problème qu'il faut surtout éviter quand vous débutez, je vais ajouter un cube. Je vais faire ça comme ça. Je vais sélectionner cette face. Je l'extrude avec E, qui permet d'ajouter de la matière en fait. Je peux extruder par exemple un point. Je peux extruder une arête en appuyant sur E. Donc je sélectionne une face, j'appuie sur E. Et une erreur que font les débutants parfois, c'est par exemple, vous voyez ces 4 points, là ils ne forment pas une face. Par contre, si j'appuie sur F, je crée une face. En fait, F permet de créer une face à partir de points. Maintenant, si je repasse en mode solide, eh ben, vous le voyez pas, mais à l'intérieur de ce pavé, il y a une face qui a été créée. Si je fais un modificateur Subsurf, alors, faire smooth,
Voilà, vous avez un artefact. Pourquoi? Parce qu'en fait, le subsurf, Subdivision Surface, il provoque des artefacts si vous avez des faces à l'intérieur de votre objet. Donc la solution à ce problème, c'est de sélectionner la face à l'intérieur et de la supprimer. Là, on n'a plus l'artefact. Autre chose, un autre conseil quand vous débutez, évitez de faire les triangles. Par exemple, je vais faire ça, je vais prendre ce point, je vais faire Alt M, qui permet de fusionner deux points, Alt M, Add Center, ce qui fusionne mes deux points au centre, comme ça. Vous voyez que là, ici, j'avais des carrés, des quads, ici, j'ai des triangles, des tris. Et ben ça, il faut éviter dans Blender. D'accord? Donc, la solution, c'est, par exemple ici, là, j'ai un triangle et un quad. Donc, je prends ce point. Donc, d'abord, je sélectionne avec clic gauche, Maj, clic gauche, Alt M, Last. Ça veut dire que le dernier point que j'ai sélectionné va être le point où vont être fusionnés les deux points. Je fais Alt M, At Last. Et vous voyez que là, j'ai transformé mon triangle et mon carré en un seul carré. Donc voilà, ça, c'est une notion importante en 3D. Je rajoute un cube pour vous montrer. On va y revenir plus tard sur les autres panels. Donc je vais vous montrer par exemple comment on peut faire une table ou un truc comme ça. Et ça me permettra de vous montrer quelques petits tips pour la suite. Donc on va partir cette fois pas d'un cube, mais d'un plan. Donc Maj A, Mesh, Plane. Donc on va utiliser un petit peu les modificateurs. On va utiliser les différentes options que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ici, voilà, j'ai mon plan en Object Mode. Et on peut voir ici les dimensions de mon plan. Donc on va essayer de faire une table. Donc sur l'axe X, là je peux modifier comme ça. On va lui donner une dimension de 1,50 m. Et sur l'axe Y, on va réduire un petit peu. On va lui donner une dimension de 0,8, 80 cm. Je passe en Edit Mode. On va ajouter on va utiliser le modificateur Mirror. Parce qu'en fait, on peut se dire à quoi ça sert, vu qu'on a un objet symétrique, à quoi ça sert de modéliser 4 fois les pieds de la table. Autant en faire un et que ça fasse une symétrie pour les autres pieds. Donc j'ajoute un loop cut comme ça au milieu avec CTRL R, clic gauche. Ensuite, pareil, dans l'autre tranche, CTRL R, clic gauche. Je prends les points qui ne m'intéressent pas, parce que je vais faire en fait un seul pied, donc je garde un quart de ma table, donc je sélectionne ces points-là, je les supprime, et j'ajoute un modificateur Mirror. Donc là, vous voyez qu'il a fait la symétrie par rapport en fait à l'origine de l'objet qui est symbolisé par ce petit point. Donc là j'ai une moitié déjà de table. On va cliquer sur Clipping qui permet de souder en fait. En fait ça va faire que quand vous avez ce point et qu'il cogne l'axe de symétrie, et ben ensuite vous ne pouvez plus le bouger de cet axe de symétrie, il reste sur l'axe. Donc on va cliquer sur Clipping. On va ajouter un nouvel axe de symétrie pour faire l'autre côté de la table. En appuyant sur Y. Et donc là, vous voyez que j'ai un quart de table, mais aussi une symétrie qui me permettra de faire mes autres pieds.
Alors, maintenant je vais sélectionner ces deux points. Je vais appuyer sur E, Y, pour aller dans l'axe Y, 0.05. Et là, vous voyez que mes points ne sont pas déplacés dans le bon endroit, dans la bonne direction. Donc au lieu d'appuyer sur 0,05, j'appuie sur moins 0,05 pour qu'ils aillent dans l'autre côté, dans l'autre direction sur l'axe Y. Ensuite, je sélectionne ces points-là. Je fais encore une extrusion sur l'axe X cette fois, 0.05. Là encore, les points vont dans le mauvais sens, donc j'appuie sur moins. Vous voyez que là j'ai créé 4 points qui vont me permettre de faire mes pieds. Donc j'appuie sur. Je vais d'abord ajouter de l'épaisseur à ma table. Donc, alors je sais pas si vous avez vu. Je sélectionne tous mes points, j'appuie sur E, 0.05, ça me prend une bonne épaisseur pour la table. Et voilà, j'ai la table avec son épaisseur. J'appuie sur Z, mode fil de fer. Je passe en mode face pour m'assurer que je n'ai pas créé de face à l'intérieur de mon fichier, de mon modèle. Donc là, vous voyez, c'est bien, je n'ai pas fait l'erreur. Je repasse en mode solide. Je sélectionne la face qui correspond à mes futurs pieds. J'appuie sur E. On va faire des pieds de 60 cm de haut. Et 0,6. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma table. Vous pouvez appuyer sur Alt Z pour avoir un mode en semi-transparence comme ça. Ou repasser en mode solide. Maintenant que j'ai ma table, je vais ajouter un sol. Donc j'appuie sur Maj A, Plane. Je passe en vue de face en appuyant sur 1. G pour bouger, Z pour contraindre sur l'axe Z. Je peux appuyer sur CTRL pour gagner en précision. Ce qui fait que mon objet est déplacé en suivant les carreaux de la grille que vous pouvez voir dans la vue 3D. Donc, je situe mon sol sous la table. Je vais l'agrandir avec S. Je vais créer deux murs. Alors, je sélectionne ici le mode arrête. Je sélectionne deux arêtes. E, Z, clic gauche. Je vais maintenant ajouter une sphère. Object, Shade Smooth. Et je vais ajouter un modificateur Subdivision Surface. Ce qui me permet de lisser ma sphère. J'augmente le niveau de subdivision à 2. Pas plus, sinon ce serait trop lourd et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je réduis la taille de ma sphère. Avec S, avec G et Z, je la déplace pour la poser sur ma table. Voilà. On a une petite scène, maintenant on va essayer d'en faire une image. J'ajoute une caméra. Je peux la déplacer de la même façon que j'ai déplacé mes objets, avec G. G et R. Plus ou moins accompagné des touches Z, X et Y qui me permettent de déplacer selon les axes. En appuyant sur la vue 0, j'ai un aperçu de ce que voit la caméra. Je peux toujours me déplacer en appuyant sur G, R ou S. Enfin, S n'a pas d'intérêt. R ou G. En appuyant sur X, Y et Z, je peux contraindre selon les axes. Dans le mode caméra, j'ai accès à plusieurs paramètres pour régler la focale. La focale et les paramètres de la caméra.
Donc ici, par exemple, j'ai une focale par défaut de 50. Je vais la mettre à 80, par exemple. Dans View, qui est dans le panneau N, comme ça, View, j'ai aussi accès à cette option Look Camera to View. Si je coche, ça me permet de contrôler la caméra avec la molette, en vue caméra uniquement. Je vais me mettre dans un angle de vue qui me paraît bien. Par exemple celui-ci. Voilà. Pour éviter de bouger la caméra sans faire exprès, j'appuie sur Look Camera to View pour décocher la case. Maintenant, on va voir l'utilisation des moteurs de rendu. Parce que là, on n'a aucune gestion de la lumière, c'est des paramètres très basiques de Blender. Simplement un aperçu. Dans le menu Render Properties, on a accès à Eevee ou Cycles. Ils ont un mode de fonctionnement qui est assez similaire, sauf que Eevee est un mode temps réel, alors que Cycles va être un moteur de rendu plus réaliste, mais qui va demander des temps de calcul. Il y a beaucoup de tutos qui sont consacrés à Eevee ou à Cycles. Ici, je vais vous présenter rapidement Cycles, simplement pour pouvoir faire une petite scène et une petite image. Vous pouvez utiliser le CPU ou le GPU selon votre ordinateur. Le GPU, il faut une carte graphique qui soit adaptée. Donc, moi, par chance, j'en ai une. J'ai une Nvidia 970. Si vous n'avez pas le GPU alors que vous avez une carte graphique, allez dans Edit, Préférences, Système. Et ici, il faut cocher CUDA. Normalement, votre carte graphique apparaît. Et maintenant, vous pouvez activer le GPU. Le GPU, en fait, permet d'accélérer les temps de rendu. Alors, on va voir comment utiliser Cycles. Pour l'utiliser, il faut appuyer sur ce bouton. Vous voyez que là, on a une scène très basique. On n'a aucune lumière, on a simplement un arrière-plan gris, et c'est pas très réaliste. Alors je passe en vue caméra avec 0, et je vais ajouter des matériaux et des sources de lumière. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. Je peux faire Maj A, lampe, light. J'ai plusieurs types de lampes. Une lampe point, qui n'est qu'en fait une source de lumière en forme de point. Je peux ajouter un soleil. Je peux ajouter un spot qui a un peu cette forme de cône, un peu à la façon théâtrale, un cône de lumière, ou une zone qui va émettre de la lumière. Donc pour l'instant, on va se contenter de ça. Je peux dupliquer ma lampe en appuyant sur Maj plus D, comme Duplicate. Je peux faire une rotation de mes lampes avec les options que je vous ai présentées tout à l'heure, R. De cette façon-là. R, G, qui permettent de modifier la position et la rotation des lampes. Je peux changer la couleur de mes lampes en allant dans le menu lampe. De cette façon. Par exemple, celle-là, je vais la mettre bleue. Et celle-là, je vais la mettre un peu plus orangée. C'est pour créer un peu de contraste. Je vais ajouter une troisième lampe
un peu plus frontal, plus dans l'axe de ma caméra, qui aura une couleur blanche. Je peux augmenter sa puissance de cette façon. Voilà le résultat. Le problème, c'est que tout ça et l'éclairage est en place, mais il n'y a pas de matériaux. On aimerait que notre table ressemble à du bois, que notre mur soit un peu plus coloré, par exemple, avoir quelque chose d'un peu plus diversifié. Donc pour ça, on va toujours dans le menu propriétés. Cette fois, on clique sur les propriétés de matériaux. On peut ajouter des matériaux en appuyant sur New. On obtient d'abord cette interface un petit peu complexe. On peut renommer notre matériau en double-cliquant sur le nom du matériau. On peut l'appeler par exemple table. On va remplacer la fenêtre timeline par une fenêtre shader qui va permettre d'éditer en fait notre matériau. Donc je clique sur ma table, il y a le matériau que j'ai créé tout à l'heure, le matériau table, et dans le menu shader, on peut voir notre matériau sous forme de node. Alors c'est pareil, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de simplifier. En fait, les nodes, c'est ces cases-là que l'on peut relier entre elles, et on peut modifier leur fonctionnement avec d'autres nodes. Je vais vous montrer. Par exemple, je peux déconnecter ça. Ce node-là, Material Output, c'est la sortie, c'est ce qui va permettre de connecter. C'est à ça qu'on va connecter tous nos nodes. Donc j'ajoute un premier node, shader, diffuse. À quoi ça sert? C'est en fait un matériau totalement diffus qui va diffuser la lumière. Donc je le connecte à Output, ce qui permet de l'afficher dans la scène. Je peux ajouter un autre node qui va définir la couleur. Par exemple, le node Output. Node color, voilà. Color mix RGB par exemple. Là, vous voyez que je peux modifier la couleur. Je peux faire des mélanges là, et ensuite avec ce paramètre choisir quelle couleur je préfère. En fait, il faut que vous testiez un peu tous les nodes pour voir leur utilité. Je voulais simplement vous montrer comment connecter les nodes entre eux et vous montrer qu'ils peuvent interagir. Par exemple, un autre très utile, c'est le shader mix, qui permet de mixer un diffuse par exemple et par exemple un glossy. Le glossy, c'est tout ce qui est métallique, qui est reflet. Reflet par exemple un miroir. Donc on va le connecter. Je vous montre d'abord le glossy tout seul. Ça ressemble à ça. Si on baisse ce paramètre, le roughness, ça augmente en fait la part de réflexion de type miroir de notre shader. Donc là on a vraiment un miroir. Si je l'augmente, c'est plus diffus. Plus on augmente le roughness, plus c'est diffus. Et donc par exemple je peux mélanger le glossy avec le diffuse via le node mix. Ensuite, là actuellement j'ai simplement le glossy qui est relié à la sortie. Je vais plutôt relier le mix pour voir le mélange de ces deux nodes. Je peux changer le facteur de mélange entre ces deux nodes
en changeant le FAC. Si je le mets à 0, j'ai un glossy total. Si je le mets à 1, j'ai un diffuse total. Par exemple, si je mets le diffus en rose, je peux mettre le FAC à 0.5 et j'ai quelque chose qui est intermédiaire entre mon glossy blanc et mon diffuse rose. Pour vous simplifier la vie, Blender a créé ce node par défaut que j'ai mis de côté tout à l'heure, qui en fait permet de créer facilement ces matériaux. Vous pouvez choisir la couleur de votre objet, par exemple marron ou orange marron. Le subsurface, c'est un peu, vous savez, quand vous mettez une lampe derrière votre main et que c'est rouge, donc ça permet de laisser passer de la lumière. C'est utile quand vous faites par exemple des matériaux de peau, des choses comme ça. Métallique, c'est est-ce que votre objet est métallique? Si oui, vous le mettez à 1, sinon vous le baissez. Là, notre table est pas métallique. Le spéculaire, c'est en fait c'est des taches c'est les reflets de la lumière, pas des reflets métalliques comme le miroir tout à l'heure, mais simplement la lumière qui se reflète sur votre objet. Si je le mets à 1, vous voyez que la lumière va être un peu étalée comme ça sur mon objet. Si je le mets à 0, ça va être totalement diffus et il n'y aura pas de reflet blanc de lumière. Donc là, on va le mettre par exemple à 0.3 pour avoir quand même quelques reflets de lumière. Le roughness, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est plus proche d'un miroir ou plus proche d'un diffus? Alors, par exemple, si je veux faire un miroir ou quelque chose de métallique réfléchissant, je vais augmenter beaucoup le métallique et je vais baisser complètement le roughness. Pour ma table, je vais baisser le métallique et je vais augmenter le roughness vers 3, 0.3. Ne vous préoccupez pas forcément des autres paramètres pour l'instant. Maintenant, on va voir comment ajouter une texture sur cette table. Donc on va ajouter un node input texture coordinate. Et on va ajouter un node texture image. Le node texture image va vous permettre de définir votre texture, qu'on le relie à la couleur, pour remplacer la couleur par la texture. Le node texture coordinate va indiquer à Blender de quelle façon vous voulez positionner votre texture. On va mettre Generated. On clique sur Open. Et je vais chercher une texture. Donc là, vous voyez que j'ai pu appliquer ma texture de bois. Je peux ajouter un node converteur. Il est où? Vector plutôt mapping. Et ici, j'ai des paramètres qui me permettent de changer les coordonnées de ma texture. Par exemple, je peux changer sa taille sur l'axe X, sa taille sur l'axe Y, sa taille sur l'axe Z. Si je veux que ma texture soit 2 fois plus grande, par exemple, je passe tout à 0.5. Et vous voyez que ma texture est plus grande. Si je passe tout à 2, elle est plus petite. Donc je vais mettre tout à 1, ce qui est la taille de base que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, très basiquement, comment utiliser Cycles. Je repasse en vue caméra. Vous voyez que sur la tranche, ma texture de bois n'est pas très bien appliquée, elle est étirée. Je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'est l'unwrapping, qui vous permettra d'avoir des textures bien positionnées. C'est un peu complexe, donc je vous conseille de regarder un tuto à part pour apprendre à faire ça. Je vais changer la couleur de mon mur en sélectionnant mon mur. Je vais dans New, j'ajoute un nouveau matériau, je vais l'appeler mur, et je vais changer sa couleur, par exemple
Un matériau un peu noir comme ça. Voilà. On a quelque chose d'assez sympa. Et ma sphère, je peux la mettre, par exemple, je fais un nouveau matériau que j'appelle sphère. Et je vais augmenter le côté métallique. Baisser un petit peu le roughness. Et vous voyez que j'ai une sphère métallique. Pour augmenter le réalisme, je vais ajouter du flou de profondeur. Donc je vais commencer par bouger un peu cette sphère, et je vais ajouter une deuxième sphère sur la table. Je la déplace, et je l'éloigne un petit peu. Donc cette sphère-là est plus proche que l'autre. Je sélectionne ma caméra, et dans Depth of Field, je coche la case. Je clique sur la pipette, je vais chercher cet objet, qui est en fait l'objet qui m'intéresse. Là où je vais focaliser l'attention de la caméra. Je baisse le f-stop, ce qui permet d'augmenter le flou, et vous voyez que le flou est sur tout sauf l'objet qui m'intéresse, que j'ai sélectionné avec la pipette. Bon, c'est un peu trop flou, donc je vais l'augmenter un peu. Voilà. Vous voyez que là, on voit encore notre scène 3D. Pour cacher les éléments qui ne doivent pas être visibles à l'image, j'appuie sur ce logo. Voilà, maintenant je ne vois plus que ce qui sera au rendu. Donc je réappuie pour vous remontrer la scène. Maintenant, on va voir comment lancer un rendu. Donc pour lancer un rendu, une fois que vous êtes content de votre scène, vous cliquez sur caméra ou... Non, il n'y a même pas besoin. Vous allez directement dans le menu propriétés, dans caméra, ici la render property. Vous voyez en fait que ça dépend de votre puissance de PC, mais Blender ne calcule pas instantanément votre image. Au début, il y a ce qu'on appelle du grain. C'est pas net tout de suite. Par exemple, si je remplace cette valeur ici par 1, vous voyez qu'il y a beaucoup de grains dans mon image. En fait, Blender va calculer ce qu'on appelle des samples et il va progressivement affiner le rendu. Il va rendre l'image de plus en plus nette. Donc pour ça, il faut augmenter le nombre de passes de Blender, le nombre d'étapes de rendu pour que ça soit plus net. Plus vous en mettez, plus c'est net. Donc ici, je vais les mettre à 300 par exemple. Vous voyez ici que Blender calcule jusqu'à 300. Et plus ça calcule, plus c'est net. Moins il y a de grains en tout cas. Dans Render, en fait, ça va être le nombre de samples qui vont être utilisés pour le rendu final. Donc je mets à 300 aussi. Ce qui va faire que Blender va calculer jusqu'à 300. Dans Film, non pas Film, non Performance, non, c'est où? Dans Hotspot Property, vous avez la résolution de votre image, donc moi je vais laisser en 1920 x 1080, et le format que vous voulez. Donc là je laisse en PNG. Dans l'onglet Render Property tout à l'heure, vous avez le Color Management qui permet de modifier directement les couleurs de votre image. Par exemple, déjà vous avez plusieurs filtres, donc contraste bas, contraste très très marqué, qu'on va laisser contraste moyen. Je peux augmenter l'exposition. Vous voyez, exposition très forte, exposition très basse. Je peux aussi changer le gamma. Donc là, jouer un petit peu avec les différents
les différents paramètres. Voilà. Donc là, on est prêt à lancer un rendu. Donc pour ça, on va dans Render, Render Image. Je vais juste quitter Cycles dans la vue 3D pour que mon ordi n'ait pas trop de mal à calculer. Donc je suis allé dans Cycles avec ce bouton, je retourne dans l'affichage normal en appuyant ici. En attendant, mon rendu continue à calculer. Vous voyez que c'est un peu long. Et voilà le résultat après un petit moment d'attente. Donc on peut voir que c'est assez facile d'avoir quelque chose de plutôt joli, parce que Cycles devient vraiment très puissant, très réaliste. Donc maintenant vous pouvez enregistrer votre image en allant dans Image, Save As, et vous choisissez votre dossier de sortie. Je peux fermer la fenêtre de rendu. Je vais simplement terminer ce tutoriel en vous montrant comment exporter une animation si jamais vous en faites. Il faut que vous alliez dans Hotspot Properties. Ici, vous choisissez votre dossier de sortie. Je vous conseille de faire un format PNG, ce qui va sortir des dizaines d'images qui composeront votre animation, et de les compiler dans un logiciel externe ou de le faire dans Blender, mais pas de sortir directement en fichier vidéo, parce que si vous avez un problème dans le rendu de l'animation, il faudra tout recommencer. Alors que si vous faites un rendu par image, et vous pourrez toujours reprendre l'animation à l'image où ça s'est arrêté. Donc ensuite, il suffira de faire render animation, et l'animation va se réaliser toute seule, et elle va s'enregistrer toute seule là où vous avez dans le dossier que vous avez sélectionné. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier tuto qui a été plus long que ce que je pensais. C'était un tuto vraiment débutant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça utile ou pas, si c'était assez simple à comprendre. Et puis par la suite, si ça vous intéresse, je pense que je ferai des tutos plus compliqués, plus axés pour les utilisateurs expérimentés, des tutos pour faire des voitures, des choses un peu plus intéressantes. Voilà, merci.